Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen 2 fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Ciao ragazzi, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle émission de Buonasera Calcio. Ce soir, on va parler de Ligue 1. Et on va un petit peu se demander, comme vous le voyez dans ce sujet, la Ligue 1 est-elle le championnat le plus divertissant d'Europe, hein? Alors, je parle des 4 grands championnats, plus la Ligue 1. Je ne connais pas assez le championnat portugais pour avoir un avis dessus, même s'ils ont 2 très bonnes équipes, hein, le Benfica et le FC Porto, et Braga qui fait plutôt un bon championnat en ce moment, mais je ne vais pas les intégrer dans notre réflexion. Donc voilà, en tous les cas, vous savez bien sûr à quel point je suis un supporter de la Serie A et à quel point j'ai loué le niveau de jeu de la Serie A pendant ces 3-4 dernières années. Mais je suis obligé de faire de même avec la Ligue 1 quand ça se vérifie et quand c'est évident. Effectivement, salut à tous, hein, salut à tous ceux qui sont dans le chat, merci beaucoup. Donc c'est évident, quand le niveau de jeu augmente en Ligue 1, je suis obligé de le dire aussi. Et très honnêtement, week-end après week-end, depuis le début de saison, et en particulier depuis cette reprise au mois de janvier, je vois des matchs qui sont de très très haut niveau. Des matchs qui ont plein de suspense, un championnat dont on ne peut pas du tout dire qui va le gagner. Et donc ça c'est important, effectivement, et c'est pour ça que j'ai mis en point 1 le suspense. Ça fait trop longtemps, trop d'années que la Ligue 1 est jouée déjà quasi à la trêve et que le Paris Saint-Germain écrase les débats. Alors c'est vrai qu'ils ont perdu 2 titres, on va dire Monaco et Lille en 10 ans. Donc il y a eu quand même des fois des petites remises en question de leur hégémonie. Mais très souvent, lorsque le Paris Saint-Germain gagne le titre, en fait le titre est écrasé très très rapidement. Là cette saison c'est pas du tout le cas. La Coupe du Monde a rebattu les cartes de façon assez intense. Alors c'est pas le seul championnat, je sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les grosses équipes dans les grands championnats européens ont des passages à vide. Ils ont fourni énormément d'internationaux à la Coupe du Monde et là, toutes les grosses équipes sont en train de le payer. Alors, il y en a qui s'en sortent un peu plus vite que d'autres ou un petit peu mieux, mais ça change pas qu'il y a des hauts et des bas. Il y a plus de grosses équipes qui ont des espèces de runs comme, je sais pas, Manchester City et Liverpool pouvaient l'avoir en Angleterre, ou bien même le Bayern en Allemagne. On voit donc le Paris Saint-Germain en France, mais aussi en Italie, l'Inter, la Lazio, la Roma, le Milan, l'Atalanta, toutes ces équipes qui ont fourni énormément d'internationaux à la Coupe du Monde ont beaucoup de hauts, beaucoup de bas, enfin beaucoup de hauts, plutôt beaucoup de bas et quelques hauts dans leurs prestations depuis la reprise de la Coupe du Monde. Et ça a ajouté effectivement au suspense de la Ligue 1. Et c'est vrai que quand on regarde Monaco, quand on regarde, je sais pas, Marseille, hein, bien entendu, quand on regarde les prestations récentes de Lille, de Lens, et que on voit celle du Paris Saint-Germain, bah on voit que en fait c'est très compliqué, hein. Encore ce week-end, Paris s'en est sorti sur un geste, voilà, un petit peu génial de Léo Messi à la dernière minute de jeu pour gagner 4-3. Marseille gagne 3-2 contre une équipe très 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 joueuse du TFC, donc enfin de Toulouse donc vraiment toujours des matchs qui sont très très intéressants, très serrés, avec beaucoup de buts, une très grosse moyenne de buts en France, en tous les cas par rapport à leurs normes. Donc c'est vraiment très très intéressant en termes de suspense, le championnat de France cette saison, et ça faisait très très longtemps que ça n'avait pas été intéressant comme ça. Alors je vais faire un petit point dans les commentaires. Kevin, bonsoir, merci d'être là. Forza Youv, bonsoir à tous, vivement dimanche et un classico qui s'annonce bouillant, effectivement. C'est aussi pour ça que j'ai voulu aborder ce sujet aujourd'hui, lundi. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la fin de semaine va être encore plus attractive en Ligue 1 et que peut-être que le championnat va se jouer,
va peut-être pas se jouer, mais en tous les cas, c'est vrai que si Paris gagne, peut-être qu'ils vont définitivement repousser Marseille assez loin. Si Marseille gagne ce match de championnat, en revanche, bah, ils vont peut-être pas gagner le championnat, mais en tous les cas, la course pour le titre va être serrée jusqu'au bout. Le Bayern, meilleur exemple pour le bas, ouais, tout à fait. Et effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le Bayern a beaucoup de mal ces derniers temps à avoir des prestations qui sont solides, hein. Alors, ok, ils ont fait un match acceptable contre Paris. On en parlait la semaine dernière, jeudi. Mais ils n'ont pas fait un match fantastique contre Paris. Alors, je parle même pas du Paris Saint-Germain. Mais là, bah, ils se sont fait reprendre par et Dortmund et le FC Union Berlin qui sont en tête de Bundesliga. Donc c'est vraiment très compliqué pour le Paris Saint-Germain. Kevin, pour le Classico, pas serein pour le PSG, vu le football qui nous ont préparé qui nous ont proposé ces derniers matchs et avec les choix de Galtier. Moi, confiant pour mon Marseille, par contre. Donc voilà, un Marseillais, un Parisien. Effectivement, je suis d'accord. Le niveau de jeu affiché par le Paris Saint-Germain, même contre Lille, hein, ok, il gagne, mais finalement, c'est quand même pas terrible. Heureusement qu'il y a Mbappé sur le terrain et puis bah, que effectivement, il y a un petit numéro 30 qui vient d'Argentine, qui a un pied gauche absolument délicieux sur coup franc. Ça faisait d'ailleurs longtemps qu'il ne l'avait pas montré. Mais son coup franc est assez génial parce qu'on ne l'attend pas du tout à ras du poteau en bas, au sol. Donc voilà, donc c'était très surprenant et c'est pour ça qu'il est assez exceptionnel ce joueur. Donc voilà, mais surtout Mbappé et l'impact qu'il a sur le Paris Saint-Germain, il est capable de faire la différence tout seul, hein. Il l'a fait 2 fois ce week-end et on voit bien que dès qu'il est sur le terrain, c'est autre chose. Donc pour moi, le seul vrai atout qui peut vraiment faire basculer le classico du côté du Paris Saint-Germain, c'est Mbappé. Parce que finalement, le reste, très clairement, l'OM est très au-dessus au niveau en termes de niveau de jeu. L'OM est très au-dessus du Paris Saint-Germain. Ils ont un plan de jeu qui est clair. Ils savent exactement ce qu'ils ont à faire, quand est-ce qu'ils ont à le faire. Ils les ont bougés, on l'a vu en Coupe de France, et ils n'ont absolument pas peur. Ils les regardent droit dans les yeux. Donc, non, très clairement, c'est vraiment. C'est vraiment très mal barré pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, ils ont Mbappé. Et Mbappé, comme vous le savez, il peut faire la décision à lui tout seul, n'importe quand. Donc c'est clair que c'est aussi un atout dans la manche du Paris Saint-Germain. Donc il gagne. Donc Kevin qui dit il gagne grâce à un mec qui décide d'être sérieux 1 minute lors du match. Ouais, effectivement, c'est vrai. Mais si après s'être baladé, avoir pris des photos, on a l'impression qu'il était en tourisme, décide d'être un petit peu concentré pour un coup franc et il marque. Heureusement, Paris a un nouveau coach, Campos, mort de rire. Ouais, c'est vrai que Campos a un petit peu peut-être outrepassé ses prérogatives, je sais pas, ou alors est-ce que c'est parce que bah il voulait montrer un petit peu que Paris allait pas se laisser marcher dessus par l'arbitrage. Je sais pas très bien ce qui s'est passé, mais c'est clair qu'il est descendu en bord de pelouse et qu'à un moment donné il y avait 2 entraîneurs sur le terrain. C'était assez bizarre à avoir joué. Enfin, quoi qu'il en soit, tout ça, ça donne un suspense qui est bienvenu en Ligue 1 parce que très clairement, Monaco peut gagner le titre, Marseille peut gagner le titre, Marseille peut le gagner le titre. Oui, Marseille peut gagner le titre, Paris peut gagner le titre. Donc je trouve que Lille est un petit peu loin maintenant et Lens aussi, mais la lutte pour les places européennes va être très serrée entre Lille et Lens. Un beau derby du Nord. Donc ouais, c'est franchement super réjouissant ce qu'on voit. Et finalement, si on passe au point numéro 2, c'est-à-dire la qualité de jeu, bah, on voit que même des équipes qui sont pas forcément top du tableau, hein, comme le TFC par exemple, mais aussi le FC Nantes, qui est plutôt en fin de tableau, de deuxième partie de tableau. Ou bien même Strasbourg ces dernières semaines là, ces derniers matchs, en tous les cas peut-être pas semaines, mais si depuis 2 3 semaines, bah en fait ce sont des équipes qui jouent bien, elles ont pas peur. Reims par exemple, des équipes comme ça, maintenant elles arrivent, elles jouent au football et ce qu'elles essayent de faire c'est marquer un but de plus que l'autre. Elles ne se prennent pas la tête à savoir si elles vont encaisser, pas encaisser. Elles ont un plan de jeu offensif, elles se disent on est capable de tout, on est capable de marquer contre n'importe qui, et quand elles croisent
peu importe l'équipe qu'il y a en face, bah en fait, ça fait mouche et réellement, c'est vraiment, enfin, je veux dire, Reims a le meilleur buteur du championnat de France. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais, mais ça veut dire quelque chose de ce championnat. Donc vraiment, c'est vraiment, moi je trouve quelque chose de rafraîchissant et de très très sympathique, hein. Alors le lance de Franck Hez joue très très bien depuis très très longtemps. Les seuls vrais, la seule grosse déception je trouve dans ce championnat de France, où là vraiment t'es déçu, c'est Lyon en fait finalement. Lyon qui continue à jouer petit bras, est toujours une équipe des années 2010 et n'a pas réussi à franchir le pas des années 2020 et du football français des années 2020. Donc c'est vraiment dommage, je trouve. Un petit point sur les commentaires parce qu'il y en a beaucoup. Forza Juve. Après, j'attends avec angoisse le nom de l'arbitre pour dimanche. Je sens le Texier au Turpin. Ça me rassurerait pas trop, ça. Lille, ça joue super bien aussi. Ouais, absolument. Lille, c'est un fond de jeu fantastique. Et c'est pareil, ils se prennent absolument pas la tête sur est-ce qu'ils vont prendre des buts, pas des buts. Je suis désolé. De toute façon, contre Paris, tu sais que tu as 80% de chances de perdre. Bah, mieux vaut perdre en faisant ce 4-3 et en perdant le match à la dernière seconde sur un coup franc de Léo Messi, plutôt que de perdre 1-0 de toute façon sur un vieux but sur corner de Kipembe, quoi. Très honnêtement, je veux dire, il n'y a pas de, il y a que des bénéfices à ça parce que en fait, tes supporters, même s'ils ont perdu, bah, en fait, ils ont vibré tout le match. Et à la fin, ils peuvent pas être tristes d'avoir perdu contre le Paris Saint-Germain 4-3. Franchement, tu peux avoir un petit peu de regret parce que tu te dis, on aurait pu prendre un point. Mais franchement, un point ou 0 point, bah, mieux vaut offrir un très beau match et prendre 0 point plutôt que faire un vieux 0-0 tout pété parce que t'as mis ton bus devant, devant la défense. Moi, je trouve vraiment, je l'ai dit très très longtemps que le football français n'était pas au niveau, n'avait pas compris le mouvement tactique qu'il y avait eu en 2020, etc. Et ben là, ils ont compris. Ils ont de plus en plus d'entraîneurs jeunes qui ont une nouvelle philosophie, donc franchement, c'est vraiment top. Alors, Lille, ça joue super bien aussi, oui. Toi qui sais que je suis pas fan de la Ligue 1, je dois avouer que cette saison est vraiment plaisante. Ah bah, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Enfin, merci beaucoup. Moi, je suis pas fan de la Ligue 1, mais c'est vrai. Et Forza Youth qui dit bizarrement, les trois meilleures équipes, les supporters ont tous voulu que le coach soit viré. Tudor, Clément et Fonseca. Oui, parce que bah forcément, quand t'as tout à fait raison. Et ces coachs, quand ils arrivent et qu'ils révolutionnent un petit peu la façon de jouer d'une équipe, au début, en fait, ils demandent à leurs joueurs de prendre énormément de risques et surtout d'avoir une débauche d'énergie bien plus grande que la moyenne, hein. C'est sûr que si on compare avec la débauche d'énergie de joueurs qui jouaient sous René Girard à Lille, par exemple, c'est sûr que Fonseca, ce qu'il leur demande, c'est complètement différent, c'est beaucoup plus intensif et en même temps, c'est beaucoup moins sécurisant parce qu'en fait, ils se découvrent énormément. Mais au début, ça les inquiète parce que ça fait 15 ans pour certains qui jouent avec des préceptes qui sont ultra défensifs. Et puis une fois qu'ils ont compris que finalement, en fait, ils ont rien à perdre, ils ont plutôt tout à gagner dans leur image, dans leur satisfaction, dans la façon dont ils préparent, ils présentent ils pratiquent pardon leur métier. Bah, en fait, ils se rendent compte rapidement qu'il y a tout à gagner dans ces choses-là. Alors effectivement, il va falloir courir beaucoup plus, hein. Ce qui a bloqué réellement avec Tudor, par exemple, c'est vraiment la débauche d'énergie. Tudor est arrivé et a dit, bon, bah, la préparation physique, ça va être mode Juventus années 90. Bah oui, c'est sûr, ça pique au début. Surtout que tu l'as jamais fait quand tu t'appelles Dimitri Payet, etc. Et en plus, il a des choix du style, tu cours pas, de toute façon, tu joues pas. T'as beau t'appeler Payet, t'as beau t'appeler ce que tu veux, tu cours pas, tu joues pas. Donc oui, effectivement, c'est vraiment, comment dire, un changement de philosophie drastique. Donc bon, en tous les cas, voilà, sur la qualité de jeu, moi je trouve vraiment que même les petites équipes pratiquent un jeu qui est très très ambitieux. Il y a des nouveaux coachs et ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment agréable. Et c'est donc vraiment quelque chose qui amène quelque chose à cette Ligue 1. Et quand tu as l'habitude de jouer, en fait, et de continuer à avoir de bonnes prestations toutes les semaines, bah, en fait, tu peux reproduire ce type de prestations. Alors, je vais faire un petit point
dans les commentaires. Reims, ils font un travail de dingue, ouais, effectivement. Reims fait un travail de dingue pour les moyens et les effectifs qu'ils ont. C'est clair, c'est ce que je disais, ils ont le meilleur buteur du championnat de France. Alors, il est prêté, malheureusement, c'est pas leur joueur, mais il est prêté d'Arsenal. C'est un super bon jeune. Et en même temps, bah, en fait, ils ont quand même vraiment une philosophie de jeu. Ils abordent toujours les matchs de la même manière, de façon très très ambitieuse. On prend par exemple Montagnier, ce qu'il fait au TFC. Bah, en fait, ils ont un vrai plan de jeu. En fait, le TFC, vous savez exactement comment ils vont jouer. Et puis, si vous couplez à ça des manières innovantes de gérer des clubs, comme bah, par exemple Comoli qui a amené le propriétaire du TFC, qui est le même propriétaire que le Milan d'ailleurs, hein, c'est Redbird Capital. Bah, en fait, quand vous amenez à ça des façons de gérer des clubs qui sont basés sur la data, hein, le TFC ne recrute que sur data, plus exactement, pas que sur data, parce que après ils vont faire des recherches sur les joueurs, mais leur premier filtre, ça va être la data. Ça va être effectivement comment est-ce qu'ils vont identifier des joueurs dans certains championnats qui sont plutôt, comment dire, confidentiels, hein. Quand vous allez chercher un joueur dans le championnat du Danemark, forcément et que vous appelez le TFC, vous n'avez pas forcément un scout dans le championnat du Danemark. Ce qui va vous permettre d'identifier un bon joueur dans le championnat du Danemark, dans un premier temps, ça va être la data. Et ensuite, bien entendu, vous allez envoyer un scout pour faire une enquête autour de ce joueur. D'accord? Déjà, aller le voir jouer en réalité pour voir si les statistiques correspondent bien à ce que le joueur va produire en réel. Mais ensuite, faire une espèce d'enquête de personnalité, hein, autour du joueur, dans son entourage, etc. Et effectivement, c'est ça. Alors quand les gens disent ouais mais recruter avec la data c'est aveugle, etc. Non, c'est pas aveugle, c'est juste quelque chose qui va vous permettre de détecter des talents que vous n'auriez jamais vus si vous ne vous basez que sur des scouts. Parce que vous ne pouvez pas avoir des scouts partout. En revanche, vous pouvez avoir des algorithmes qui vont chercher en particulier certains joueurs. Pas mal de commentaires, je vais reprendre dans les commentaires. Forza Youth qui dit justement la qualité de jeu vient car enfin ça recrute bien en France. Mention spéciale à Lens qui se trompe rarement dans son recrutement. C'est vrai. Effectivement, Lens par exemple, alors je ne sais pas exactement s'ils utilisent la data, il me semble que si aussi, mais c'est clair qu'ils ne se trompent pas, ils se trompent rarement et quand ils vont chercher quelqu'un, ils donnent du contexte. C'est pas seulement comment dirais-je, un latéral gauche qu'ils vont chercher, c'est aussi, ils essayent de leur faire comprendre ce qu'est le RC Lens avant de signer au RC Lens. Et ça, c'est important. On le voit avec Fofana qui est un joueur qui aurait très bien pu signer ailleurs, hein, qui jouait en Italie avant de signer au RC Lens. Moi, quand je le voyais jouer, je me disais, bon, bah lui, bientôt, il va partir en Angleterre. Et finalement, le RC Lens va le chercher, le fait signer, et finalement, même après son premier contrat, on va dire, bah en fait, là, a prolongé, hein, cette saison. Alors, en grande pompe, en plus, c'était marrant, la signature sur le terrain, je sais pas si vous vous rappelez. Mais c'est vrai que c'est plus que juste le RC Lens, Fofana, maintenant, il incarne le RC Lens. C'est-à-dire il porte le projet, il porte une certaine philosophie de jeu, de comportement, etc. Parce ils ont un public qui est vraiment exceptionnel au RC Lens. Et donc, c'est vrai que honnêtement, c'est cool parce que, enfin, on a l'impression que les clubs de foot en France sont gérés comme ils doivent être gérés, c'est-à-dire avec des projets de vie, des projets de philosophie et aussi des projets de jeu assez clairs. Et quand un joueur est recruté, c'est qu'il s'adapte au projet de jeu de l'entraîneur. Et pas juste il a fait un bon match contre nous. Moi, je viens d'une période du football français où les seuls recrutements qui étaient faits quasi, excepté par Lyon, hein, d'accord, parce que en 2000, dans les années 2000, Lyon, ils avaient des scouts qui étaient absolument incroyables et ils recrutaient toujours des joueurs incroyables, et en particulier en Amérique du Sud, je ne sais pas si vous vous souvenez. Hein, alors bien sûr, tous les Brésiliens, les Caçapa, les Chris, les Juninho, les Sonny Anderson au début, ça a commencé par lui, mais aussi en Amérique du Sud en général, hein, parce que Lisandro Lopez, par exemple, c'était une super pioche aussi. Donc voilà, donc il y avait que Lyon qui arrivait à faire vraiment
du bon recrutement. Et après, tous les autres clubs, ils ne recrutaient que quand ils avaient rencontré un joueur qui avait fait une bonne prestation contre eux. Le cas le plus emblématique de ça, c'est Cemac avec le Paris Saint-Germain. Alors, ça parle à des gens qui ont mon âge et qui regardaient le football à ce moment-là. Mais Sergei Cemac, c'était un joueur russe. Un jour, Paris tombe contre le CSKA Moscou en Coupe d'Europe. Je crois que c'était en Ligue des Champions. Et Sergei Cemac fait un super match, marque un doublé. L'année suivante, Paris le recrute. Une pompe à vélo international, Sergei Cemac. Jamais un pied devant l'autre. Bref, ils l'ont recruté juste parce qu'il a fait un bon match. Ça prouve qu'il n'y a aucun système de recrutement, il n'y a pas de scout, il n'y a rien, il n'y a aucune stratégie. C'est juste, ah bah lui, il n'était pas mauvais, je l'ai vu. Ah bah oui, tu l'as vu. Tu l'as vu une fois en match aller-retour et tu te dis, tiens, je vais investir, je sais pas, 20, 30 millions d'euros dessus sur un joueur que j'ai vu deux fois. C'est pas possible, quoi. Donc bref, ça a changé et heureusement que ça a changé. Forza Youth qui dit et ça laisse du temps, surtout Vitinha à Marseille, on l'a vu qu'une mi-temps. Oui, alors bien entendu, c'est ça. Je veux dire, déjà d'une, je sais même pas pourquoi il est rentré dans cette mi-temps. C'est très compliqué, déjà même ne serait-ce que pour le remplaçant, enfin parce que c'était Alexis Sanchez, mais le remplaçant d'Alexis Sanchez, franchement, ça m'a fait mal au cœur pour lui. Il préfère mettre un mec qui est arrivé il y a une demi-heure de l'avion. Ça, j'ai trouvé ça maladroit de la part de Tudor. Et en plus, même pour Vitinha, c'est maladroit en fait. C'est très compliqué de rentrer comme ça dans un match. Il l'a titularisé direct. Il a fait qu'une mi-temps, ok, il l'a changé très vite, mais tu te dis, mais en fait, tu viens d'arriver, tu comprends strictement rien au projet de jeu, tu connais pas tes coéquipiers, et le mec qui soi-disant devait jouer en étant remplaçant d'Alexis Sanchez, en fait, il joue même pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui est arrivé il y a une demi-heure, il a plus d'intérêt que lui. Donc c'est franchement, c'est pas terrible pour mobiliser ton groupe. Ça, j'ai trouvé ça même en plus, hein, ça manquait d'élégance, je trouve. Mais bon, c'est pas, voilà, Tudor, il a le droit de se tromper aussi. Il se trompe très très peu depuis son arrivée à Marseille. Donc voilà. Euh, je voulais aussi revenir sur le troisième point, c'est les résultats en Europe. Alors, pendant très longtemps, les gens qui me connaissent avant Buonasera Calcio savent que je disais fréquemment que ce qui définissait le niveau moyen d'un championnat, c'était la Ligue Europa finalement. C'est pas forcément la Ligue des Champions, parce que la Ligue des Champions, en fait, tous les championnats, les cinq gros championnats, ont une top team qui écrase complètement le championnat. Ça ne veut pas dire que si Paris va en finale de la Champions League 2019 et la perd contre le Bayern, c'est celle-là, ou 2020, je sais plus, enfin bref, ça ne veut pas dire que ça y est, la Ligue 1 a un niveau Champions League, est capable de gagner qu'il y a, je sais pas, trois clubs en Ligue 1 qui sont capables de gagner la Champions League. Pas du tout. Pareil pour le championnat allemand. C'est pas parce que le Bayern est régulièrement présent en Ligue des Champions, fait des prestations incroyables, qu'il y a d'autres clubs en Allemagne qui sont des porte-étendards et qui peuvent prétendre à gagner la Ligue des Champions. Alors, il y a l'Angleterre qui est un petit peu à part, parce que oui, effectivement, il y a en tous les cas, trois clubs jusque-là. Hein. Alors, on va pas prendre cette saison un petit peu bizarre, mais normalement, il y a Liverpool, Manchester City et Chelsea qui sont capables de gagner la Ligue des Champions. Manchester United n'en est pas là, Tottenham n'en est pas là, qui c'est qu'il peut y avoir encore comme gros club, Arsenal n'en est pas là du tout, peut-être bientôt, hein, mais ils en sont pas là en tous les cas. Donc la Première Ligue c'est un petit peu différent parce qu'il y a vraiment trois clubs qui peuvent gagner la Ligue des Champions et après au moins trois ou quatre équipes qui peuvent gagner une Ligue Europa. Donc là, il y a une densité qui est vraiment impressionnante en Première Ligue, mais on le sait, ils sont sur une autre planète financièrement. Dès qu'il y a un joueur qui sait à peu près faire deux trois dribbles et faire une passe, il se retrouve en Première Ligue. Donc forcément, ils ont une très grosse densité. Mais on prend par exemple l'Espagne. L'Espagne, maintenant, il n'y a plus que le Real qui est capable de gagner une Ligue des Champions. On l'a vu, hein, le Barça, cette année en poule, s'est fait sortir. Voilà, n'est même pas sorti. Là, ils ont fait un 2-2 chez eux contre Manchester United, qui est, comme je vous le dis, pour moi, pas du tout une équipe qui, pour l'instant, peut gagner la Champions League. Donc voilà, ça ne dénote pas la Ligue des Champions du niveau moyen d'un championnat. En revanche, la Ligue Europa, c'est vraiment le cinquième et le sixième de chaque championnat qui vont
donner un petit peu le ton de ce championnat. Et ça faisait très très longtemps que la France se faisait marcher dessus dans ces petites coupes d'Europe. Alors la Conference League aussi est quelque chose d'intéressant. Et si on prend par exemple, je sais pas, bon alors bien sûr l'Espagne pendant très longtemps a dominé cette Ligue Europa et très clairement c'était le meilleur championnat du monde, hein, pendant 10 ans, quasi 10-12 ans, l'Espagne gagnait quasi tout le temps la Ligue des Champions, une année sur deux la Ligue Europa, donc voilà, donc c'était le meilleur championnat du monde. Là ça y est, ça s'est arrêté. Et finalement, ça fait quelques années qu'il n'y a plus de club espagnol qui gagne la Ligue Europa. Et bon, alors le Real est un cas à part avec la Ligue des Champions, parce que c'est pas rationnel ce qui se passe avec la Ligue des Champions et le Real. Mais à part ça, finalement, la Ligue 1 maintenant fait des bonnes prestations. Très honnêtement, ils font des super prestations. Lyon est allé en demi-finale de Ligue Europa. Marseille est allé en finale de Ligue Europa. Rennes a fait des très bonnes prestations récemment. Et puis là, on voit par exemple le FC Nantes, ce qu'ils ont fait en poule et ce qu'ils ont fait là au match aller contre la Juve, etc. C'est vraiment plutôt pas mal. Donc, alors, et même pareil, le Monaco, hein, Monaco le 3-2 contre le Bayer Leverkusen, c'était un très bon résultat. Forza Youth qui dit en Europe, c'est encore le point noir, par contre, une seule victoire la semaine passée avec Monaco. Oui, c'est vrai, une seule victoire, mais des niveaux de jeu qui sont quand même plutôt pas mauvais. Tu vois, ce qu'a fait le FC Nantes, qui est 13e de Ligue 1, en allant se déplacer à la Juve, moi j'ai trouvé ça encourageant. Le fait qu'ils aient fait, c'est pas seulement le résultat, c'est pas seulement le un partout, mais je sais pas si tu as regardé le match, mais le un partout, en fait, oui, mais il était courageux. C'est-à-dire que Nantes n'a pas fait que se recroqueviller. Alors oui, ils sont pas arrivés en disant on va mener le jeu, etc. Mais c'est en même temps, c'est quand même pas à eux de faire ce genre de choses. Mais je trouve que maintenant, déjà d'une, il y a un truc qui est remarquable, et ça il faut le noter, c'est que cette année on a donc Nantes, Monaco et comment Nantes, Monaco et Rennes qui sont au printemps de la Coupe d'Europe, plus bah, bien sûr le Paris Saint-Germain. On aurait dû normalement avoir Marseille, hein, s'il n'y avait pas eu ce but à la dernière minute contre Tottenham. Mais donc probablement que Marseille serait là dans les barrages de la Ligue Europa s'ils n'avaient pas encaissé ce but contre Tottenham à la dernière minute. Donc voilà, donc on a quand même des équipes qui sont présentes au printemps, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, il y a très longtemps, enfin il y a très longtemps, non, il y a même 3 ans, 3-4 ans, c'était très fréquent que au printemps, il y avait le Paris Saint-Germain et c'est tout quoi. Alors des fois, il y avait Lyon qui faisait quelques petites prestations un peu hors normes en Ligue des Champions, mais sinon, à part ça, c'était le néant total quoi. Donc voilà. Alors, Nantes était très 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 loin d'être ridicule. Ouais, effectivement, beaucoup d'équipes auraient mis le bus et elle a su être létale quand l'occasion s'est présentée. Je suis tout à fait d'accord, hein. Nantes a pas fait du petit bras. Ils ont vraiment, voilà. Enfin, je veux dire, ils ont posé des vrais problèmes à la Juve et ils étaient très dangereux. Quand ils avaient la balle, ils n'avaient pas la balle souvent, soit, mais ils étaient très dangereux, très très dynamiques, des contres super, super, super tranchants. Et puis ils ont un joueur qui est quand même très très fort, moi je trouve, qui est Ludovic Blas, pardon, qui est vraiment un joueur qui est au-dessus du lot, hein. Alors je dis pas ça parce que il a marqué un but. Je dis ça parce que c'est toujours le meilleur joueur de Nantes. Très honnêtement, il est toujours très au-dessus de tout le monde. Donc voilà. Mais à part Nantes, ce que je veux dire, c'est que le niveau moyen du championnat de France a augmenté et on voit ça à leur présence constante au printemps en Coupe d'Europe, ce qui n'était absolument pas le cas. Personne ne respectait la Coupe d'Europe. Maintenant, tout le monde respecte la Coupe d'Europe. Souvent, les équipes qui mettent, c'est l'équipe type, en fait. Avant, en France, on me disait, ah ouais, mais non, attention, le championnat et tout. Alors, tu te battais toute l'année pour te qualifier pour l'Europe. Et quand l'Europe arrivait, tu disais, ah oui, mais je peux pas jouer l'Europe parce que sinon je vais être pénalisé en championnat. Mais pour faire quoi en championnat? Pour te qualifier pour la Coupe d'Europe. Enfin, c'était un espèce de cercle vicieux, même débile, où tu te disais, mais je comprends pas comment est-ce que tu peux te battre toute une saison pour te qualifier pour la Coupe d'Europe et ensuite dire que tu peux pas jouer la Coupe d'Europe parce que ça t'empêche de te qualifier pour la suivante. C'est complètement dingue, en fait. Donc voilà, donc c'était vraiment
pas du tout agréable à voir et c'est vrai que ça a changé. Très honnêtement, pour faire un petit bilan un petit peu par rapport au championnat. Alors bien sûr, il y a le championnat d'Angleterre, mais le championnat d'Angleterre finalement, franchement, très honnêtement, c'est un peu provocateur. La L1 est-il le championnat le plus divertissant parce que bien entendu, effectivement. Le championnat d'Angleterre est très divertissant et à tous les niveaux d'ailleurs parce qu'il y a des équipes comme ça qui sont capables d'aller taper des gros, n'importe lesquels, etc. Donc oui, c'est divertissant. Maintenant, je trouve quand même que le suspense est plus grand en championnat de France qu'en championnat d'Angleterre, parce qu'il y a quand même trois équipes, en tous les cas, ouais, trois équipes, qui sont capables de gagner le titre. Et ça, c'est plutôt pas mal. En championnat d'Angleterre, il y en a que deux, tout le monde le sait. Il y a que Manchester City et Arsenal cette année. Chelsea s'est complètement troué. Manchester United est derrière, mais ne peut pas jouer le titre. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il y a plus de suspense, on va dire, en championnat de France. C'est Yuri Djorkaeff qui disait le championnat anglais, c'est le seul où tu regardes un Bolton Blackburn. Oui, c'est pas faux, ouais, Forza Youth qui dit ça dans les commentaires. Tout à fait, ouais, ouais, c'est vrai. Il y a des équipes qui sont de très haut niveau. Très honnêtement, même dans le ventre mou. Mais en même temps, c'est normal, hein, parce qu'ils ont des moyens de très grosses équipes des autres championnats, hein. Donc il faut pas rêver. Ils ont des effectifs qui sont vraiment impressionnants de temps en temps. Ça, c'est pour le championnat d'Angleterre. Le championnat d'Italie, j'ai loué le niveau pendant très très longtemps. Là, cette année, il y a le Napoli qui est stratosphérique, mais quand je dis stratosphérique, c'est stratosphérique. Et d'ailleurs, on va en reparler. J'avais fait une émission sur le niveau du Napoli. Je pense très sincèrement, et je le pense de plus en plus, vous allez rigoler, vous allez certainement me prendre pour un fou, mais que le Napoli, à l'heure actuelle, est la meilleure équipe d'Europe et peut gagner, si elle continue sur cette route-là, très honnêtement, peut gagner la Ligue des Champions. Je le dis et je vous regarde en face, le Napoli peut gagner la Ligue des Champions. Je ne sais pas si on se rend compte que le fait que le Napoli écrase à ce point-là un championnat de la densité de la Serie A est complètement anormal. Très honnêtement, c'est vraiment complètement anormal d'avoir une équipe qui domine à ce point-là ce championnat. Ah, un petit nouveau dans les commentaires, Sutora 974, salut, salut, bienvenue, merci d'être là. Euh, Napoli, alors juste un petit point dans les commentaires, Forza Youth cette saison, la Serie A est clairement derrière la Ligue 1. Oui, justement, on va dire un petit peu pourquoi. Napoli, leur duo qu'ils ont devant, il est vraiment abusé. Oui, il est complètement fou. Kvaratskhelia, Osimhen, c'est vraiment un niveau stratosphérique. Et ça fait peur. Nous, la Juve, sans nos 15 points, on serait deuxième avec un niveau que même Nantes fait nul contre eux. Ouais. À chaque match, les deux sont impliqués, soit en passe D, soit en but. Donc ça, c'est Kevin qui parle encore de Osimhen et de Kvaratskhelia. Sutora qui veut faire un petit commentaire. Cette année, je pense que tous les clubs peut gagner la Ligue des Champions, je ne vois pas vraiment de grands favoris. Bah oui, déjà d'une, c'est aussi pour ça que je pense que le Napoli peut gagner la Ligue des Champions. Parce que c'est vrai, tu as tout à fait raison, il n'y a pas vraiment de favoris qui se dégagent où on se dit, ah oui, cette équipe a vraiment un niveau de jeu qui est très très au-dessus. Manchester City, bien sûr, fait figure d'épouvantail, mais surtout avec Erling Haaland, mais je les trouve vraiment très en dents de scie en fait. Ils ont beaucoup de mal à avoir un niveau constant dans leurs prestations, que ce soit en championnat ou que ce soit en Europe. Donc oui, effectivement, je suis d'accord. En tous les cas, le championnat d'Italie est ultra dominé par le Napoli, qui pour moi est la meilleure équipe d'Europe à l'heure actuelle, à l'instant T. Est-ce que ça durera jusqu'à la fin du mois de mai? Ça, on verra bien, on va le découvrir ensemble, c'est pour ça qu'on regarde le football. Mais en tous les cas, à l'instant T, c'est vraiment la meilleure équipe, le meilleur niveau de jeu que je vois. Après, en championnat d'Italie, derrière, la guerre fait rage. C'est-à-dire qu'il y a une densité entre l'Inter et l'Atalanta, hein. Donc il y a Inter, Roma, Milan, Lazio, Atalanta, qui est vraiment monstrueuse. Après, effectivement, derrière l'Atalanta, il y a un gap de 9 points avec la Juve, forcément, parce qu'ils ont pris 15 points de suspension. Donc voilà, mais ces 5-là, après le Napoli, c'est la guerre, hein. Et vous savez jamais qui va gagner lorsqu'ils se rencontrent.
Très honnêtement, et ça, c'est le truc un petit peu cool du championnat d'Italie. Le problème, c'est que le titre est joué. Donc finalement, le suspense est plus intéressant en championnat, en Ligue 1, parce que bah, finalement, là, ça se joue à 3. C'est un peu comme la Serie A de l'année dernière, hein, où ça s'est joué vraiment jusqu'à la dernière journée entre l'Inter et le Milan. C'était vraiment palpitant, quoi, jusqu'à la fin de journée, parce que voilà, il y a un suspense comme ça. Donc ça, malheureusement, le championnat d'Italie, voilà, pas terrible pour ça. Et enfin, il y a le championnat d'Espagne. Alors, le championnat d'Espagne, bah, c'est un petit peu pareil, hein. Le Barça a fait le trou. Le Real est vraiment concentré sur la Coupe d'Europe et pas sûr, mais persuadé qu'ils peuvent encore la remporter. Le Barça, probablement, va sortir de la Coupe d'Europe et donc va se concentrer sur le championnat et probablement que le championnat va revenir au Barça. Donc c'est un petit peu joué en Espagne. Et puis après ces deux-là, le niveau c'est le néant. Alors là, je suis désolé pour les amoureux de l'Espagne, mais le niveau de la Liga, c'est devenu le néant derrière, hein. Franchement, Betis Séville, Atlético Madrid, Real Sociedad, tout ça. Honnêtement, c'est vraiment pénible à regarder. Moi, j'aime beaucoup vous dire que, enfin, j'essaye d'être objectif un peu tout le temps, mais là, ça, c'est trop pénible à regarder. Moi, je peux pas, hein. Franchement, hier, j'ai essayé de me taper Athletic Bilbao, Atlético Madrid, mais c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Ces matchs-là, ils sont vraiment super relous à suivre. Donc, malheureusement, la Liga, c'est fini. La Bundesliga, c'est plutôt sympa, cette course au titre à 3 entre le Bayern, le FC Union Berlin et le Borussia Dortmund, et même l'Eintracht Francfort qui est pas très très loin. C'est vrai que c'est plutôt sympa. Le truc, en revanche, c'est que le problème, c'est que le Bayern, en fait, a vraiment un niveau très très en dents de scie, et le FC Union, c'est quand même pas terrible techniquement. C'est vraiment très courageux, on va dire, physiquement, mais techniquement, c'est quand même pas terrible. Et les Borussia Dortmund, c'est pareil, c'est vraiment en dents de scie. Donc, c'est pas par le niveau de jeu qu'on va dire que le championnat d'Allemagne est intéressant. C'est plus par l'irrégularité qui crée cette espèce de compétitivité en tête là. Et c'est ça le problème, c'est que c'est un suspense en creux. Donc ça c'est un petit peu le truc. Sutora qui dit moi je sais pas pourquoi si Liverpool passe le Real ils peuvent tout donner pour la Ligue des Champions vu que c'est compliqué en PL. Oui, mais franchement, je sais pas, hein, mais tu regardes jouer Liverpool, c'est pas bon en fait. Ça ne joue pas bien au football. C'est pas le niveau technique, il est pas bon. L'intensité physique, c'est pas bon. Il se trouve plus. La magie, il y a plus de magie. Ça s'est cassé. Ils ont plus l'impact physique qu'ils avaient avant. Ils se trouvent pas. Les transversales, elles sont toujours à contretemps, etc. Moi, le gros souci, c'est que je veux bien hein, que Liverpool gagne la Ligue des Champions et se consacre là-dessus. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à produire un bon football. On l'a vu en poule, ils se sont fait déglinguer par le Napoli. Alors tu vas me dire, oui, c'est le Napoli, d'accord, mais ils se sont fait déglinguer, pas un petit peu, pas. Ils ont pris 4-1 en fait. Donc c'est très compliqué. Moi, Liverpool, pour moi, c'est en ce moment, quand tu regardes Liverpool, et Dieu sait que c'est un club que j'aime beaucoup, même s'ils ont fait beaucoup de mal à mon Milan, par le passé, bien sûr. C'est un club que j'aime beaucoup et que je respecte énormément parce que c'est ce type de club que j'aime. C'est aussi pour ça que j'aime Milan, c'est parce que Milan et Liverpool, c'est deux clubs qui sont à peu près pareils, on va dire dans l'état d'esprit familial, etc. Et le truc, c'est que j'aime beaucoup. En plus, j'ai un regard, on va dire, attendri sur Liverpool. Mais le problème, c'est que Liverpool ne joue pas bien au football. Très honnêtement, ça ne joue pas bien au football. Je suis désolé et je pense pas que ça pourra suffire pour gagner la Ligue des Champions. Et enfin, on va prendre Bah non, bah, on a fait tous les championnats, hein, Angleterre, Allemagne, etc. Donc c'est pour ça que je pense, non, finalement, avec un petit peu de recul, que la Ligue 1 est bien le championnat le plus divertissant cette saison. Alors je sais pas si ça va durer, je sais pas si l'année prochaine ça va continuer, mais en tous les cas, peut-être que le Paris Saint-Germain va se réveiller et puis va à nouveau écraser tout le monde. Mais franchement, ce que je vois de la part de Marseille, ce que je vois de la part de Monaco, ce que je vois de la part de Lille, ce que je vois de la part de Lens, même de Rennes, etc. Honnêtement, c'est franchement du très bon football. Et en plus, les matchs, je ne sais jamais comment ils vont se terminer. Et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà. Voilà, écoutez, franchement, ça a été un petit peu plus de 30 minutes finalement ce soir. Vous savez que normalement, la Buonasera Calcio, ça dure 30 minutes. Mais là, ce soir, c'était très intéressant. Merci beaucoup d'avoir beaucoup participé dans les commentaires.
Ça a été vraiment un plaisir de discuter de ça avec vous, vraiment. Et puis, bah, n'oubliez pas, on va se retrouver jeudi pour un petit peu parler de la Coupe d'Europe, voir un petit peu ce que les quatre huitièmes de finale aller, enfin la deuxième vague, hein, parce que donc la semaine dernière il y en avait déjà quatre, va donner. Il va y avoir des matchs très très intéressants, et donc bah, j'ai hâte d'aborder un nouveau sujet avec vous la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, à vous abonner, bien sûr, à vous abonner aussi sur Twitter ou sur Instagram pour rester au courant de l'actualité de Buonasera Calcio. Et écoutez-nous enfin écoutez-moi d'ailleurs, sur podcast, sur toutes les plateformes de streaming, et n'hésitez pas à nous mettre des notes. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Ciao ragazzi, à bientôt.